je me présente, je m'appelle Alix Durand, je travaille à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'autorité nationale en charge de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, donc en présence de mes 4 invités, que je vais laisser se présenter à tour de rôle. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Donc pour ma part, Alexis Léautier, je suis ingénieur expert à la CNIL. Donc mon travail consiste en aider les services juridiques à traiter les dossiers à propos de traitement de données à caractère personnel et en particulier ceux qui mettent en jeu de l'intelligence artificielle. Merci, bonjour tout le monde, moi c'est Giada Pizzilli, je suis responsable de l'éthique chez l'entreprise Hugging Face et doctorante en philosophie à Sorbonne Université au CNRS. Bonjour à tous, Catherine Tessier, je suis directrice de recherche à l'ONERA, Office national d'études et recherche aérospatiale à Toulouse. Je suis référente intégrité scientifique et éthique de la recherche pour l'ensemble de l'ONERA, membre du comité national pilote d'éthique du numérique, comme Raja Chatila, et membre aussi du comité d'éthique de la défense. Bonjour, Raja Chatila, je suis professeur émérite à Sorbonne Université. Je travaille à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Mon domaine, c'est l'intelligence artificielle, la robotique et l'éthique des technologies. Membre aussi du CNPN. Super. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par des questions plutôt d'ordre général. Et la première question un peu évidente, qu'est-ce que selon vous l'IA et l'éthique de l'IA plus particulièrement qui va nous occuper donc, pendant 1h30 ? Il fallait prévoir plus. Je n'ai pas choisi les délais. Commençons... si vous voulez bien. Non, on ne va pas redéfinir l'IA parce qu'on va aboutir à quelques discussions un peu trop longues. Parce qu'aujourd'hui, on appelle intelligence artificielle beaucoup de choses très différentes. Donc, essayons de focaliser et de ne pas rentrer dans le débat qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle exactement. Mais c'est un ensemble d'outils, je préfère dire ça. C'est aussi, par ailleurs, un domaine de recherche, ne l'oublions pas. Ça veut dire que toutes les questions sont encore ouvertes. Mais ici, on parle d'un ensemble d'outils qui sont des outils dont l'utilisation permet de traiter des données complexes et nombreuses qu'on aurait beaucoup de mal à traiter autrement que par ces outils-là, qui permet d'aider à prendre des décisions, parce que justement, à partir de ces données, ça permet de cadrer les décisions qu'on peut prendre et donc d'être un peu mieux informé sur le contenu de ces données. Je vais me limiter là dans la définition, alors qu'on peut être plus long, parce que je pense que c'est ce qui est un peu pertinent pour notre sujet aujourd'hui. Et voilà. Oui, donc je vais parler de l'éthique, peut-être. Oui, je peux rajouter à ce que vient de dire Raja le fait que l'intelligence artificielle, bon, c'est une discipline scientifique, mais c'est surtout utilisé comme synonyme, de plus en plus, comme un synonyme de numérique. Donc tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à table, tout devient intelligence artificielle. Donc voilà, on met là-dessous tout un ensemble d'outils, effectivement, qui va du tableur Excel jusqu'au pilote automatique d'avion, etc. Donc voilà, donc il faut un peu trier de quoi on va parler aujourd'hui, précisément. Alors, quant à l'éthique, donc l'éthique, c'est une réflexion. Donc, il s'agit de réfléchir donc, aux enjeux posés par ces outils, ces nouveaux outils, et en particulier, quelles nouvelles questions sont posées par rapport aux outils numériques que l'on connaît déjà et que l'on utilise déjà. Donc, c'est une réflexion. Alors, attention, parce que le sens anglo-saxon, ethics, recouvre autre chose qui n'est pas recouvert par le terme français, et on a tendance à utiliser ce terme anglo-saxon aussi en français, qui est un sens de conformité. Donc, ethics, au sens anglo-saxon, veut dire, ça a un sens de réflexion, mais ça a aussi un sens de conformité à des législations, à des normes, à des cadres, etc. Donc il faut bien, là aussi, définir de quoi on parle, c'est-à-dire est-ce qu'on est là en train de réfléchir à des enjeux vis-à-vis de valeurs morales, de principes, de conséquences, ou est-ce qu'on est en train de réfléchir en termes de conformité à ce qu'édicterait la législation, la future législation européenne par exemple, ou bien des normes. Donc là, il faut bien, là aussi, savoir en matière d'éthique de quoi on parle. Merci. Bon, je ne vais pas peut-être revenir sur la définition d'IA qui a été très complète. Peut-être juste
insister sur le côté vraiment interdisciplinaire, transdisciplinaire qui est l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que ça n'arrive pas souvent de pouvoir avoir une table ronde où il y a des chercheurs qui font de l'informatique, des philosophes, des anthropologues, etc. Donc c'est aussi un peu l'occasion de ramener ce côté interdisciplinaire. Pour ce qui concerne, en effet, pour compléter la définition d'éthique, c'est vrai que moi, en tant que chercheuse en philosophie, je ramène souvent la réflexion éthique, en effet, à une branche de la philosophie qui cherche, comme disait Aristote, à se positionner dans le cadre dans le monde de l'action, dans la praxis. Et donc, c'est une réflexion, en effet, qui cherche à trouver quelle est la bonne action à faire. Et ce que je dis tout le temps, c'est que si la science décrit qu'est-ce qu'est le monde aujourd'hui, la philosophie et l'éthique nous interrogent sur qu'est-ce qu'est la société qu'on souhaite avoir demain. Et donc, quand on essaie de l'appliquer à l'intelligence artificielle, ça veut dire surtout ramener toujours le discours au niveau de l'être humain. Et donc, même lorsqu'on parle de nouvelles technologies numériques, intelligence artificielle, le centre du débat est toujours de défendre aussi les intérêts humains. Et peut-être simplement pour terminer déjà le tour de table et compléter sur la conformité de l'IA. Donc actuellement, comme Catherine le disait, il y a certaines parties de l'intelligence artificielle, certains enjeux éthiques qui sont déjà pris en compte justement par la réglementation, d'autres qui seront pris en compte avec la réglementation à venir. Et notamment, parmi ce qui est déjà pris en compte, on a l'aspect traitement de données à caractère personnel, évidemment, qui est donc encadré par le RGPD et qui porte sur l'intelligence artificielle dans certains cas. Mais on voit aujourd'hui que la majorité en fait, des enjeux éthiques de l'IA ne sont pas couverts par le RGPD et justement le règlement IA devrait, en tout cas on l'espère, prendre en compte ces problématiques. Merci beaucoup. Et dans ce contexte-là, en quoi est-ce que dans quelle mesure les questionnements sur les enjeux éthiques de l'IA diffèrent-ils des questionnements sur les enjeux éthiques des nouvelles technologies au sens un peu plus large? Quelles sont les spécificités de l'IA ou les singularités qui soulèvent des enjeux éthiques différents de ceux des nouvelles technologies? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par nouvelles technologies, mais prenons par exemple neurotechnologie. C'est des nouvelles technologies. Bien. Donc, quand on dit neurotechnologie, immédiatement, on pense que ce sont des systèmes qui vont être liés au système nerveux, au cerveau, humain ou pas humain d'ailleurs, on peut parler d'animaux. Donc vraiment, on est en train de faire quelque chose qui immédiatement touche l'être humain. Quand on parle de technologies comme l'intelligence artificielle, alors ça ne touche pas automatiquement nécessairement l'être humain, parce qu'on peut faire des systèmes d'intelligence artificielle pour différentes applications, pour par exemple gérer, alors ça touche l'être humain indirectement, enfin bon, pour gérer la distribution électrique, aller chercher les sources d'énergie là où elles sont actives au moment où on en a besoin, ou différentes applications. Mais dès lors qu'on touche à l'être humain, donc quand on a une technologie qui touche à l'être humain, on a une obligation de tenir compte du fait qu'on doit faire quelque chose qui est bienfaisant à l'être humain. L'IA, il n'y a aucune obligation que ce soit bienfaisant a priori. C'est une technologie, donc une technologie, ça peut être bienfaisant ou pas. Comment prouver qu'une technologie est bienfaisante? Est-ce que le jeu vidéo est bienfaisant? Levez la main, ceux qui croient que c'est bienfaisant. Ou malfaisant? Bon, c'est mitigé, hein. J'ai vu personne lever la main dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà. Donc on sait, enfin, c'est difficile de dire a priori. C'est pour ça que je pointe ce point parce que très souvent, pour d'autres technologies, on peut voir plus facilement les effets positifs ou négatifs, sans que la discussion soit entre ce qui est positif ou négatif. Pour l'IA, c'est plus flou. C'est plus difficile à expliquer. Et il y a un autre aspect qui est justement l'explicabilité, c'est-à-dire qu'on a là un système qui se comporte comme s'il était intelligent, c'est-à-dire comme s'il était un être humain, pour certains aspects, mais on ne sait pas comment. Quand on parle de neurotechnologie, bon, on ne sait pas forcément tout non plus, mais on sait qu'on agit sur telle zone cérébrale, on sait qu'on agit sur des neurones particuliers. Quand on fait des recherches dans un autre domaine, par exemple la génomique, on sait qu'on est en train de manipuler des gènes, ça a aussi des incidences et c'est complexe à comprendre, mais on a l'impression quand même de quelque chose qui est déjà mieux ancré sur les théories soit de la biologie, soit de la physique, etc. Là, il y a un problème, on a un système qui est opaque, donc ça ouvre d'autres sujets.
Et comme je ne veux pas monopoliser la parole, je passe le micro. Je ne sais pas si vous voulez dire. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours dans l'ordre. Pour poursuivre, donc effectivement, les enjeux que soulève l'IA, c'est notamment donc tout ce qui est lié à l'utilisation, le fait que ce sont des systèmes qui sont généralement peu explicables, peu interprétables. On a l'effet black box qu'on connaît bien, mais il y a aussi des enjeux qui sont plus liés peut-être à l'entraînement, au développement de ces systèmes, le fait qu'il est nécessaire d'utiliser une très grande quantité de données pour les entraîner, sachant que ces données proviennent de sources diverses et que leur provenance n'est pas tout à fait, en tout cas la légalité de leur provenance n'est pas tout à fait avérée. Donc ça soulève beaucoup de problématiques qui déjà dans le cadre juridique actuel, en tout cas, soulèvent des questions qui sont difficiles à résoudre. Je pense en effet pour compléter aussi, pour amener et compléter le discours de conformité légale qu'on parlait et aux conformités éthiques. Je pense que les questions nouvelles qui sont posées vraiment en éthique de l'intelligence artificielle, c'est peut-être on n'en a pas encore parlé, mais pour la première fois, on peut vraiment discuter avec des ordinateurs, a priori. Et donc, il y a toute cette dimension de l'interaction où il y a après, on peut discuter sur le fait qu'il s'agit d'une vraie interaction ou pas, mais c'est vrai que ça soulève de nouveaux questionnements. Je pense, on a fait, encore une fois, si on veut ramener tout ce qui concerne l'être humain, les utilisateurs, etc., il y a des questions concernant, par exemple, la manipulation. Est-ce qu'on peut faire des choses à des êtres humains juste à travers l'interaction? C'est déjà le cas, on voit déjà pas mal d'histoires assez tristes dans ce sens-là. Ou est-ce que, quel type de relation on doit avoir? Quel est le rôle de la relation? Et quel est le rôle de cette interaction que doit avoir dans notre quotidien? Comment est-ce qu'on va s'en servir? Et quel type de rôle au sein de la société doivent avoir ces nouveaux instruments avec lesquels on peut dialoguer? Parce que, mine de rien, il y a aussi des utilisateurs qui tombent amoureux de leur assistant virtuel, par exemple. Et comment est-ce qu'on va gérer ça? Sachant que l'être humain aussi, il est imprévisible. Donc, on ouvre un peu une boîte de Pandore. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se poser ce genre de questions qui concernent l'interaction humain-machine. Oui, je pourrais compléter donc, sur l'anthropomorphisation donc, de ces systèmes-là. Donc, dès lors qu'on emploie des mots, comme vous venez de le dire, dialoguer. Oui, mais voilà, le premier mot, c'était dialoguer. Voilà, voilà, on entre dans ce cercle un peu vicieux du fait que la machine est considérée par son utilisateur comme quelque chose qui ressemblerait à un être humain, alors que pas du tout. C'est une machine et l'utilisateur émet des requêtes vis-à-vis de cette machine et cette machine produit des résultats. Alors, le fait de projeter des traits humains sur ce genre de système, en fait, ça n'est pas nouveau, puisque les enfants projettent des traits humains, des traits du vivant sur leur nounours ou sur leur poupée. Dans l'Antiquité, on projetait des traits humains sur les statues, etc. Donc, ça n'est pas du tout nouveau. Par contre, le fait qu'il y ait effectivement donc, une illusion d'interaction, on va dire, avec des réponses fournies par le système, des résultats fournis par le système qui ressemble à ce que produirait un être humain, là, effectivement, ça commence à brouiller la frontière. Et c'est là qu'effectivement apparaissent les problèmes de manipulation ou de solution miracle, on va peut-être en parler, qui serait la solution à tout et n'importe quoi, y compris dans le domaine de l'éducation. Très bonne transition avec la deuxième section. Donc, pour revenir un petit peu plus à la thématique de cette table ronde qui est autour des enjeux éthiques de l'IA dans le domaine de la formation, je vous propose de traiter ça de 3 points de vue différents, du point de vue de l'enseignant, du point de vue de l'apprenant et du point de vue des algorithmes. Donc, si on commence par les enjeux éthiques de l'IA du point de vue de l'enseignant, selon vous, et réponses sont ouvertes. Quels sont les enjeux éthiques de l'IA pour les enseignants et comment est-ce que les enseignants pourraient utiliser ou ne devraient pas utiliser l'intelligence artificielle dans leur méthode pédagogique? On a vu récemment que Sciences Po avait interdit l'utilisation de ChatGPT à ses étudiants en raison du caractère génératif de ces algorithmes-là qui pourraient être une forme d'économie du travail de recherche bibliographique et de réflexion de la part des étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, je peux commencer par poser une question de base, mais qui est valable pour aussi bien l'enseignant que l'élève. C'est qu'est-ce qu'enseigner?
qu'est-ce que ça veut dire enseigner? Et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Et on en discutait tout à l'heure à table. Si on apprend à quelqu'un à marcher avec des béquilles depuis tout petit, eh bien, peut-être que l'enfant marchera tout seul difficilement après. Donc, je pose la question, et pareil pour l'enseignant, hein, si cet enseignant apprend à enseigner avec des béquilles, voilà, comment cet enseignement, quelle est l'essence même de l'enseignement finalement? C'est quoi l'essence même de l'enseignement? C'est quoi l'essence même de l'apprentissage? Et donc, en quoi ce type d'outil, mais là encore, on se focalise sur un type d'outil très particulier, donc encore une fois, les outils, il y en a de différentes sortes, mais en quoi ces outils qui se substituent, pour une part, à la démarche fondamentale de l'enseignement ou de l'apprentissage, vont modifier radicalement ce système d'apprentissage et d'enseignement. Et il faut réfléchir dès maintenant, et peut-être que c'est un peu tard, à quels sont les enjeux fondamentaux, et est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir, comme vous disiez, quelque chose qui est un peu dangereux pour la condition humaine elle-même, pour la condition humaine elle-même. Et est-ce que c'est ça qu'on veut? Oui, merci. Alors, en suivant à peu près la même pensée, enfin, je voudrais dire deux ou trois choses. La première, c'est que effectivement, l'apprentissage, donc l'éducation, c'est plus un cheminement qu'un résultat. On apprend en essayant d'apprendre, en essayant de comprendre, en faisant des erreurs et en se reposant des questions. Et donc, si tout ce cheminement est remplacé sous prétexte que on va s'aider par exemple, d'un système comme ChatGPT, mais on ne va pas focaliser sur lui, pour avoir des synthèses, pour avoir des éléments pour l'enseignant, ou essayer de résumer des textes, etc. Eh bien, on ne saura plus faire tout seul ce qu'on n'a jamais appris à faire, c'est-à-dire de faire de l'analyse, de la synthèse, de comprendre, de effectivement essayer de se faire corriger par quelqu'un qui a déjà eu cette réflexion. Donc, comme les systèmes d'IA ne savent pas ce que ça veut dire synthèse et analyse de la même manière que nous, si je me fais corriger par un tel système, je vais avoir un résultat qui est n'importe quoi, non vérifiable en termes de la qualité. Ce n'est pas comme répondre à un QCM où c'est faux ou vrai. Ça n'a rien à voir. Donc, remplacer le cheminement de la pensée, qui est le chemin de l'apprentissage, par une aide extérieure, c'est vraiment détruire l'apprentissage. Ça, c'est un premier point. Et donc, je crois que c'est Socrate plutôt qui parlait du chemin, n'est-ce pas? Donc, il y a ensuite autre chose, c'est que les systèmes d'IA sont des systèmes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont traiter des données, donc vont faire des statistiques sur des données pour nous les présenter. Donc, quand je fais une recherche sur Google, par exemple, je vais obtenir sur la première page quelque chose qui correspond à mes mots-clés. Vous allez obtenir quelque chose d'autre, parce que votre profil n'est pas le même que le mien. Et comme on est tous un peu paresseux, je vais rester sur la première page et même la première proposition. Donc déjà, j'ai un système d'IA, mais invisible, parce que c'est le PageRank de Google, enfin, pas le classique, mais qui va me guider vers quelque chose. Et là, je ne parle même pas de ChatGPT. Et donc, je vais élaborer là-dessus et je vais poursuivre mon chemin. Le rôle de l'enseignant, c'est aussi de présenter une diversité, une vision, une distance. Si lui-même, il va être guidé pour ses cours par le même mécanisme, alors là, tout le monde va être enfermé dans la même voie, même si son profil est différent du mien, mais ce sera le sien à ce moment-là. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, finalement, le caractère systématique, automatique, d'une certaine façon, des systèmes d'IA va être transposé sur nous. Nous deviendrons des mécanismes automatiques. Et c'est comme ça que nous allons opérer. Ça veut dire que finalement, l'IA nous aura transformés en IA. Ce qui est finalement peut-être
le projet de toute espèce intelligente, non? Bon. Alors, donc il y a cet aspect-là qui est vraiment important. C'est cette question aussi d'enfermement. Donc le cheminement, l'enfermement, personnellement, je ne vois pas tellement d'intérêt, pour tout dire, de remplacer ce processus par un processus automatique. En revanche, bien sûr, aller regarder, mais en élargissant le champ, des informations, parce que c'est inévitable aujourd'hui, plus personne n'a d'encyclopédie chez lui. Donc aller regarder des informations pour essayer de comprendre des choses, chercher des contenus, et des contenus auxquels on peut faire confiance, c'est-à-dire publiés par des sources auxquelles on peut faire confiance. On reviendra sans doute sur la question des sources. Là, oui, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile, mais en maîtrisant toujours l'usage. Et donc c'est valable aussi bien pour l'enseignant que pour l'étudiant ou l'élève. Sur un aspect vraiment différent, je pense que l'utilisation de l'IA par les enseignants, ça peut être utilisé vraiment dans le cadre du travail de l'enseignant. En tout cas, on peut l'envisager pour notamment noter les réponses des élèves ou alors leur programme. On sait que ça peut être utilisé sur des plateformes, par exemple sur Internet, pour orienter l'élève dans une certaine direction, pour lui proposer des cours en particulier qui seraient plus ou moins utiles et propices à son parcours. On sait que du point de vue, en tout cas, du traitement des données personnelles, ça implique que les données de l'étudiant seront traitées par cette IA avec certaines problématiques qui sont est-ce que ce traitement est vraiment loyal? Qu'est-ce qu'on fait des données par la suite? Est-ce qu'elles sont peut-être réutilisées par le fournisseur de l'IA? Et d'autres problématiques comme justement l'application à la sélection du parcours de formation de l'étudiant. Les suggestions de l'IA, est-ce qu'elles représenteront vraiment la volonté de l'étudiant? Est-ce que, en s'appuyant sur une première recommandation, puis une seconde, puis en réalisant tout un parcours suite aux suggestions de l'IA, est-ce qu'on arrivera vraiment à représenter la volonté initiale de l'étudiant, ou est-ce qu'on va un petit peu l'orienter dans un parcours qui ne serait pas celui qu'il aurait choisi initialement? Donc c'est des problématiques qu'on voit vraiment dans d'autres champs, comme la police prédictive, ou avec ce qu'on appelle les boucles de rétroaction, le fait qu'en appliquant une IA pour même faire des suggestions, finalement, le cadre général, le contexte dans lequel il est utilisé fait qu'il y aura des sortes de biais discriminatoires et d'impact pour les personnes. Donc tous ces impacts sont encore difficiles à imaginer aujourd'hui, et en particulier pour l'utilisation par les enseignants, je pense que c'est aussi à la charge des enseignants eux-mêmes de s'interroger sur l'impact que peuvent avoir ces outils. Je pense que tout a été dit, donc très brièvement, peut-être réfléchir, en effet, rebondir sur la question de prédiction, création de contenu. C'est vrai que si on se pose la question qu'est-ce qu'est l'enseignement, c'est vrai que c'est pas juste remélanger des connaissances qu'il y avait auparavant sans analyse critique. Et donc, déjà, ça répond à la question parce que ce n'est pas possible à travers un outil d'IA, parce qu'il est forcément entraîné sur des données qui sont une espèce de photographie du passé. Et surtout, comme disaient aussi les autres intervenants, justement, il n'y a pas d'analyse critique derrière. Donc, si c'est pour produire du contenu, là, ça ne va pas être très intéressant. Il y a eu déjà des expériences, en effet, de profs qui sont retrouvés face à une copie générée par ChatGPT, par exemple, et c'est assez clair. C'est assez parlant de savoir quand on touche au sujet et que peut-être il y a une très belle forme, mais dans le contenu, ça reste très superficiel. Et c'est vrai aussi, je vais pas m'avancer, mais c'est vrai qu'il y a la question de la création et la génération de ce qu'eux, ils appellent, en faisant faute d'anthropomorphisme, les hallucinations. Et donc, moi, je préfère le mot erreur factuelle, parce que ce sont des erreurs. C'est là où, en effet, par exemple, on pose des questions à une IA générative quelconque, et on peut se retrouver face à des références qui n'existent pas. Je discutais avec des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ces outils, et on me disait c'est incroyable, j'ai discuté avec un outil, et en fait, il m'a donné plein de références sur une question précise dont je me posais plein de questions auparavant. Et j'ai lui reposé la question pour savoir si elle avait bien vérifié les sources. Et s'est dit, mais non, mais moi j'ai fait confiance. Donc en effet, là aussi, un questionnement éthique, c'est se reposer sur la question de la confiance. Jusqu'où on peut faire confiance à ces outils. Et il faut aussi faire preuve d'éducation, à savoir qu'il peut y avoir des bons cas d'utilisation. Je ne vais pas m'avancer trop sur plein de sujets, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des cas intéressants, notamment quand c'est notre propre contenu
et qu'on essaie de le revoir et qu'on essaie de le retravailler. Mais après, je ne veux pas m'enfermer juste dans tout ce qui est IA générative. En effet, il y a aussi la question de la prédiction. Il y a aussi la question du clustering. Donc, en effet, enfermer des utilisateurs dans un endroit, dans une espèce juste d'identification d'intérêt. Et peut-être ne pas regarder, comme on l'a dit, les êtres humains, ils sont toujours en apprentissage jusqu'au jour où on meurt, en fait. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc, voilà, juste, je pose ce sujet-là comme ça. Simplement, il y a une question par rapport au fait d'appeler justement ces hallucinations des erreurs factuelles. Est-ce que la question ne porte pas plutôt sur les attentes qu'on devrait avoir envers ces outils? Le fait que ChatGPT, à ses premiers jours par exemple, était finalement juste un outil qui permet de générer du texte, et on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il génère du texte qui soit factuellement juste. Donc est-ce que ce n'est pas justement un déplacement de nos attentes? Je pense que pardon, et puis je laisserai juste très brièvement. Est-ce que c'est la faute des utilisateurs qui cherchent ça, ou est-ce que c'est la faute du marketing où sont vendus comme des boîtes magiques qui savent tout faire? Je m'arrête là. Oui, exactement. Et comme c'est un outil qui effectivement génère du texte, eh bien, je vais l'utiliser pour générer du texte. Donc, je vais lui demander d'écrire un poème. Bon, un poème, c'est un poème, donc ça ne prête pas à conséquence a priori. Ou de rédiger une œuvre de fiction quelconque, ça ne prête pas à conséquence a priori. Mais après, je vais intuitivement aussi avoir envie de lui poser des questions sur des choses réelles, sur des faits. Donc c'est tout à fait naturel, il est là pour ça, et le marketing le dit d'ailleurs. Ask me anything. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est que effectivement, je ne sais pas quelle est la qualité de sa réponse. Alors, sur la fenêtre d'un certain système dont le nom commence par C, il y a écrit, ChatGPT, machin, version de tel jour, ChatGPT peut faire des erreurs sur des faits, des personnes ou des dates. Donc, vous êtes averti. Qui a utilisé ChatGPT ici? Qui a lu cet avertissement? Oui, je voudrais compléter aussi. C'est qu'on entend, et d'ailleurs à la table ronde précédente ce matin, on a entendu ça aussi, le fait d'utiliser ces outils, alors je généralise les outils numériques, ça fait gagner du temps à l'enseignant, aux élèves, etc. etc. Bon. Question fondamentale, question éthique, mais pourquoi diable on veut gagner du temps? Pourquoi faire? Et quel temps on veut gagner aussi? Quel temps on veut gagner finalement? Donc là aussi, c'est une question à se poser, et on voit ça partout. On va utiliser ces outils parce que ça fait gagner du temps. Oui, mais pourquoi faire? Et quel temps on veut gagner, encore une fois? Je n'ai pas la réponse, hein, mais il faut se poser quand même cette question. On court toujours après le temps. On finira tous par mourir un jour, hein, ça on le sait. Donc pourquoi courir après le temps, et pourquoi vouloir absolument gagner du temps, et en particulier dans le milieu de l'apprentissage, de l'enseignement? Voilà, c'est une question. Donc on a glissé progressivement vers les enjeux éthiques de l'IA du point de vue de l'apprenant, mais ça tombe très bien. Une question que j'ai, c'est qu'il y a une application de ChatGPT pour le pentest. Alors le pentest en cybersécurité, c'est ce qu'on appelle un test de pénétration. En gros, on utilise certains outils pour pouvoir essayer de pénétrer dans un système en découvrant une vulnérabilité, infiltrer le système, et puis après conduire les actions malveillantes qu'on a envie d'y conduire. Et pour tester la robustesse d'un système et sa sécurité, on conduit ce genre de test. Et des chercheurs ont réussi à créer une version de pentest au travers de l'algorithme utilisé pour ChatGPT. Et donc avec tous les enjeux de cybersécurité que ça soulève, mais qui ne nous intéressent pas aujourd'hui spécialement, l'idée, c'est aussi de voir que l'IA donne un simulacre d'avoir appris quelque chose, parce qu'on arrive à pénétrer un système, parce qu'on arrive à pouvoir générer une dissertation ou autre via ces outils d'IA générative. Donc pour l'apprenant, comment est-ce qu'on lui apprend à utiliser ce genre d'outils, à comprendre que avoir une réponse par un algorithme probabiliste, ce n'est pas avoir appris quelque chose fondamentalement? Pour rebondir, moi ça me fait penser à une autre utilisation
qui peut être faite notamment de cet outil. Le fait de plutôt, donc c'est très courant dans le milieu du développement informatique, d'aller chercher des réponses sur Internet. Donc par exemple, il y a des sites vraiment très spécialisés sur lesquels on peut poser des questions, et généralement les questions des précédents utilisateurs sont référencées, donc on peut les retrouver et les réutiliser. Et à la place donc d'aller sur ce site et de chercher une réponse à notre question, on pourrait simplement poser la question à cet agent conversationnel qui va nous l'apporter. Et il va nous l'apporter, évidemment, il peut y avoir des erreurs, mais comme il pourrait y avoir des erreurs dans les réponses des autres utilisateurs des sites en question. Et donc en fait, c'est toujours, on doit remettre en question l'information qu'on va trouver, évidemment. Peut-être qu'on a des problématiques sur la transparence justement de ces outils qui ne vont pas nécessairement nous dire de manière très explicite que les réponses peuvent être factuellement fausses, mais en tout cas, dès qu'on utilise ces systèmes peut-être en tant qu'aide plutôt qu'en tant que résultat final, donc on ne va pas directement appliquer ce qu'on retrouve à la sortie de l'agent conversationnel, ça peut être une aide vraiment très utile. Et évidemment, il faut apprendre à s'en servir, mais en tout cas, se restreindre serait peut-être un petit peu excessif. Oui, on peut prendre comme comparaison la calculette. Il y a du temps où j'étais étudiante, on nous interdisait la calculette, parce qu'on imaginait qu'il valait mieux utiliser la règle à calcul parce qu'il y avait les ordres de grandeur à faire, qu'il fallait réfléchir, etc. Bon. Puis petit à petit, la calculette est devenue autorisée un peu partout pour les examens. Sauf certains. Mais la calculette, elle a pour particularité de fournir un résultat, sauf si les piles sont mortes, mais de fournir un résultat qui est indiscutable. Il est juste parce qu'elle répond à un cahier des charges très précis. Les algorithmes qu'il y a dedans sont très précis, sont connus, etc. On sait exactement comment ça marche. On peut démontrer que le résultat est juste, etc. etc. Donc finalement, un élève ou un étudiant qui utilise une calculette, il n'y a pas de problème puisque le résultat, à condition qu'il entre évidemment son opération comme il faut, le résultat qu'il va en tirer va être correct vis-à-vis de l'opération qu'il a posée. Évidemment, il peut se tromper dans le fait de poser l'opération. Par contre, vis-à-vis d'un outil dit d'intelligence artificielle basé sur l'apprentissage machine, le résultat, on ne sait pas le caractériser. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, on ne sait pas très bien, etc. Donc, ça veut dire que si un tel outil est utilisé, on ne peut pas le prendre comme un résultat de calculette, donc il va falloir le critiquer, ce résultat. Comme un résultat de programme qui est en cours d'élaboration, finalement. Le programme a encore des bugs, etc. On regarde le résultat, on se dit ah, c'est pas tout à fait ça, il doit y avoir des bugs, donc je reprogramme. Donc il va falloir apprendre à reprogrammer. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la requête. C'est-à-dire finalement, la personne qui utilise cet outil est en position de programmer l'outil. Et donc l'outil lui renvoie des réponses qui sont ce qu'elles sont, mais il doit y avoir ce fameux esprit critique qui va permettre d'évaluer cette réponse. Donc il faut avoir des connaissances, donc il faut avoir appris des choses pour critiquer le résultat. D'accord ? Donc on ne peut pas fonder tout l'enseignement ou tout le mécanisme d'apprentissage sur cette fameuse béquille parce qu'il faut avoir des connaissances pour pouvoir critiquer les résultats fournis. Et donc développer énormément l'esprit critique et et la fameuse réflexion qu'il faut avoir vis-à-vis des résultats fournis par de tels outils. Tout à fait d'accord, encore une fois. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai envie d'y ajouter, comme vraiment le fameux outil dont on parle malheureusement tout le temps, mais c'est vrai que dès qu'il est sorti, j'ai eu des collègues chez Hugging Face, petite anecdote, c'est des collègues qui sont de l'équipe sciences, donc des chercheurs ou des scientifiques, ils sont des doctorats en physique de partout dans le monde, et ils ont posé une question de physique à ChatGPT, et une fois qu'ils ont obtenu la réponse, ils ont commencé à douter de leurs connaissances aussi. Et donc ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, c'est censé être des experts dans leur domaine. Et c'était incroyable d'aller voir, aller chercher et fouiller. Ils ont dit, non, mais il faut que j'aille regarder dans le livre maintenant, parce que sinon ça va m'obséder. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'il faut déjà avoir cet esprit critique, il faut le continuer à développer et il faut continuer à le creuser jusqu'à la fin de nos jours, je pense, parce que même quand on se sent en confiance avec nos propres connaissances,
parce qu'il y a un langage peut-être qui est très confiant et parce qu'il y a des explications qui semblent être vraisemblables, bah finalement, pour la petite histoire, la réponse était fausse, mais ça a fait quand même questionner 5 physiciens pour une question de physique, avec des doctorats et tout. Donc je me suis dit, c'est quand même incroyable que parfois même pas avoir l'expertise en fait suffit pour pouvoir faire confiance à ces outils. Et donc c'est là en effet où je reprends les fils un peu des autres interventions aussi. C'est vrai que juste l'utiliser comme une espèce d'oracle, comme une espèce de balle de vérité, de se dire oh, c'est ça ce qui va me donner la bonne réponse, c'est un mauvais réflexe. C'est aussi un mauvais réflexe de s'en servir comme étant un moteur de recherche, même si Google, dans les prochaines semaines, prochains mois, va évoluer. J'appelle le public quand même à questionner aussi ce genre de résultats, parce qu'en effet, je rebondis aussi ce que disait Alexis tout à l'heure, ça risque de nous enfermer sur une seule bonne réponse. Surtout, encore une fois, les maths, on se dit que normalement, le résultat, c'est il y a un seul résultat, mais quid alors des sciences sociales et humaines, par exemple, où nous, la première chose qu'on nous apprend en philosophie, c'est que la vérité n'existe pas, parce que c'est un éventail de vérités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces réponses comment est-ce qu'on va trouver la bonne réponse si la bonne réponse est contextuelle, si ça dépend aussi de comment est-ce que je vais poser ma problématique. Donc, moi, j'invite aussi les étudiants à... Évidemment, on ne va pas faire semblant que ça n'existe pas. Ça va être une technologie transformative, mais je pense que là où ça va être intéressant, c'est vraiment de s'en servir comme accompagnement, mais de nos propres contenus. Moi, notamment, pour être tout à fait honnête, parfois je m'en sers pour reformuler des phrases. Je sais que le français, c'est pas ma langue maternelle. Parfois, je fais des phrases qui sont... Je les fais lire à mes collègues, me disent « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est trop compliqué parce que ça vient de l'italien. » Je reprends mes phrases et j'essaie de les reformuler. Et là, ça va. C'est pas trop troublant. Mais parce que je vais pas chercher, encore une fois, la vérité. Je cherche juste à utiliser mon contenu. Après, encore une fois, la grosse question ouverte, c'est... je suis en train de fournir quand même mon propre contenu, mes propres données à OpenAI. Donc voilà, c'est un effet cascade sans fin. Merci. Je vais rebondir sur cette question de vérité parce qu'elle revient systématiquement et elle dépasse le cadre de l'éducation. Quand je discute avec des gens, je dis il y a un problème avec ChatGPT, avec système génératif, c'est la question de la vérité. Et on me répond mais qu'est-ce que la vérité? On est bien d'accord. Eh bien, la vérité, figurez-vous, ça existe. D'accord? Il y a des faits réels, avérés, qui sont prouvés. Et voilà, 2 plus 2, c'est 4, c'est pas 4 plus 1, 4, voilà, en base 10, c'est pas 4,5. Ça, c'est une vérité mathématique. Il y a d'autres vérités qui sont des vérités qui peuvent bouger, entre guillemets, mais qui sont vraies à un moment donné. Par exemple, la théorie de la gravitation à l'époque de Newton n'est pas la théorie de la gravitation à l'époque d'Einstein, mais elle traite d'un sujet qui est le même, qui est donc un sujet d'explication de comment les corps ont des masses qui s'attirent, qu'est-ce que c'est que la masse, etc. Et après, quand on fouille, on ne sait plus quoi répondre. Mais en revanche, il y a bien des vérités. Donc, les collègues physiciens, ils avaient des références, ils avaient une vérité. Il y a des choses, effectivement, qui sont relatives. Hein, d'accord? Donc, à chacun sa vérité, disait Pirandello. Mais ces vérités relatives, il ne faut pas les confondre, justement, avec des vérités de faits avérés. Et quand on met dans le mot vérité aussi bien le concept philosophique que les réalités des faits, eh bien, on mélange tout. Et on tombe dans le piège suivant, c'est que ChatGPT se trompe, c'est pas grave, les humains aussi se trompent. Moi aussi, je peux me tromper. Alors pourquoi est-ce que je reproche à ChatGPT de se tromper? Donc là aussi, c'est pire qu'une projection ou qu'une attribution de qualité humaine au système, c'est de le mettre à égalité en disant il a le droit de se tromper, après tout, moi aussi je me trompe. Pourquoi vous me comparez à une machine? Et justement, lui ne devrait pas se tromper comme que la calculette. Si j'ai une calculette qui se trompe, elle est inutile pour moi. Pourquoi ChatGPT serait utile alors qu'il se trompe? Donc, il y a vraiment des réflexions parfois qui glissent vers finalement l'émerveillement de voir une machine parler, en gros dépasse notre esprit critique. Donc, franchement, il y a quelque chose là à faire.
Eh bien, on va pouvoir parler des enjeux éthiques des algorithmes. C'est un bon passage. Donc, ce qu'on retient un petit peu, c'est que ce soit pour les étudiants ou les enseignants ou les apprenants, il y a des opportunités comme des risques de l'usage de ChatGPT. Il faut apprendre à s'en servir. Du point de vue des algorithmes qui pourraient être utilisés, des algorithmes d'IA qui pourraient être utilisés dans le champ de l'éducation, quels sont les enjeux éthiques? Par exemple, on voit que chaque année, au moment des sélections des dossiers dans les universités reçoivent énormément de dossiers. L'IA peut apparaître un peu comme la solution miracle pour pouvoir traiter ce grand nombre de dossiers. Est-ce que c'est souhaitable ou pas de faire de la sélection d'entrée dans les universités en utilisant des algorithmes d'IA? Quels en sont les enjeux? Je vais répondre à ça. Donc actuellement, il y a Parcoursup. Parcoursup, c'est pas de l'IA. Hein. C'est vraiment pas de l'IA. C'est des algorithmes systématiques. Il n'y a pas d'IA. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas d'IA? Selon la définition initiale, rembobinage au début de notre... c'est traiter des données pour essayer d'en faire sens, donc faire des statistiques sur des données pour essayer de prédire quelle sera la prochaine donnée. Donc, c'est toi qui as dit photo du passé à un moment donné, je ne sais pas. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a une photo du passé, mais cette photo, attention, hein, c'est une photo pixelisée où il y a des choses qui ne devraient pas être parfois. Par exemple, le quartier où j'habite. Alors, évidemment, quand on attribue les universités, le lieu de résidence est un paramètre. Mais si ensuite j'utilise ça comme un paramètre statistique et non pas pour évaluer la proximité de l'université, par exemple, si on est gentil, on veut que je voyage pas trop pour aller à l'université. Donc, si ça devient un paramètre statistique et si les gens de mon quartier statistiquement font tel type d'études ou n'en font pas, ou vont à telle université ou n'y vont pas, eh bien moi je vais statistiquement être traité comme eux, quels que soient finalement d'autres paramètres. Ça, c'est bien connu pour l'analyse des CV, par exemple, ce qui est à peu près la même chose là, ou pour l'attribution de prêts bancaires, etc. Il y a des paramètres qui influencent la décision alors qu'ils ne sont pas vraiment pertinents pour la décision. Alors, on peut évidemment, a priori, éliminer ces paramètres. Mais là, le paramètre de la résidence, il fait partie du sujet, quoi, hein. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, finalement, les gens qui ont des profils relativement similaires vont se retrouver dans les universités ou dans les formations, etc., où la majorité des gens qui ont les mêmes profils vont se retrouver. C'est ça, l'enseignement supérieur? C'est ça qu'on veut faire avec nos jeunes? Je ne pense pas. Si on repart sur la nécessité même de ces algorithmes, je pense que l'une des questions qu'on doit se poser, c'est aussi les risques qu'ils comportent. Donc les risques vraiment qui peuvent être terriblement techniques en fait de ces algorithmes, notamment sur l'entraînement. On sait qu'il existe plusieurs risques qui commencent à émerger. Donc aujourd'hui, on voit ça plutôt dans la recherche académique, mais on voit que ça émerge et que ça pourrait devenir des risques vraiment réels et très concrets dans les années à venir. Je pense notamment à l'empoisonnement par les données. Donc le fait d'entraîner un algorithme sur des données qui auraient été d'une manière confectionnée de telle sorte à tromper l'algorithme et à faire en sorte que l'algorithme n'ait pas le comportement qu'on attend de lui in fine. On a d'autres types d'attaques du style ce qu'on appelle le membership inference ou l'attribute inference. Donc en fait, il s'agit d'attaques qui permettent de retrouver des informations à propos des données utilisées pour l'entraînement, notamment ce qui peut poser problème lorsqu'on utilise des données à caractère personnel pour l'entraînement des algorithmes. Donc on a des papiers de recherche qui montrent que pour des algorithmes de reconnaissance d'images, les données utilisées comprenaient des visages et en fait, rien qu'en ayant accès à l'algorithme lui-même, au modèle, on peut retrouver certains des visages qui étaient présents dans le dataset d'entraînement. Donc c'est quand même des risques très concrets aujourd'hui et vraiment il faut s'interroger sur les mesures qu'on peut appliquer pour les compenser et mener cette réflexion globale sur la proportionnalité entre les risques et les apports de ces technologies quand on veut les utiliser. Oui, je voudrais compléter aussi. Donc, vous parliez des questions éthiques liées à l'emploi des algorithmes. Usuellement, quand on souhaite mettre sur le marché ou à disposition des gens un nouvel objet technique ou un nouveau logiciel, on fait ce qu'on appelle des expérimentations.
Donc on mène une expérimentation sur un échantillon restreint de la population, en l'occurrence. Donc il y a un protocole bien déterminé avec un début, un milieu, une fin. Et à la fin, eh bien, on évalue. On évalue sur un certain nombre de critères. On évalue si un certain nombre d'hypothèses que l'on a posées a priori sont validées ou pas. Et après, éventuellement, on peut prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce qu'on déploie cet algorithme ? Ou au contraire, est-ce qu'on ne le déploie pas ? Ou on le déploie mais en le modifiant, etc. etc. Ce qui se passe là avec, on en revient toujours à lui, mais avec ces systèmes d'intelligence artificielle générative, c'est qu'il n'y a pas eu enfin, je ne sais pas, à ma connaissance, l'expérimentation, c'est nous, quoi. Elle est directement, comme ça, mise à disposition de tout le monde. Et donc, tout le monde veut s'en emparer en disant « Ah oui, c'est vachement bien, etc. » Sauf qu'il n'y a pas eu d'expérimentation au sens scientifique du terme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement quelles hypothèses ont été posées, qu'est-ce qu'on a cherché à démontrer, est-ce que c'est en adéquation avec des besoins, est-ce que ça répond à quelque chose, et puis surtout on n'a pas fait d'évaluation, donc on est en train de faire une pseudo-évaluation là, en disant oui, moi je pense que, mais c'est pas scientifique tout ça. Donc il manque quand même fondamentalement, et en particulier dans le domaine de l'éducation, cette étape préliminaire là, qui consiste à expérimenter quelque chose avant de l'utiliser. Voilà. Et ça, c'est quand même un problème, c'est-à-dire que on est en plein dans l'inconnu sur, effectivement, on parle de risques, on parle de conséquences, etc. Mais on ne sait pas pour le moment, parce qu'on n'a pas fait une expérimentation en bonne et due forme, et que l'expérimentation, si on veut, elle est en cours, là. Et ça va donner quoi ? On ne sait pas trop. Tout va bien, merci. Juste en effet pour compléter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de secrets qui se passent chez OpenAI. On ne sait pas, surtout quand ils publient aussi des papiers scientifiques, ils ne sont pas revus par les pairs. Donc il faut juste leur faire confiance. En effet, en termes d'évaluation, ils ont leur propre benchmark. Donc c'est assez simple de se dire c'est super performant si c'est toi-même qui t'es donné tes propres métriques. Et après, en effet, en termes d'expérimentation, il y a cette nouvelle technique qui s'appelle le red teaming, donc l'équipe rouge, peut-être on peut traduire ça comme ça, où d'après Sam Altman, ils ont fait 8 mois d'expérimentation où ils ont testé en effet toutes les limites du système qu'on connaît aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut leur faire confiance parce que jusqu'où ils sont allés dans ces limites, où est-ce qu'ils sont allés avec ces expérimentations. Et surtout, encore une fois, c'est un type d'approche qui cherche juste à anticiper un petit peu encore une fois les risques. On s'est dit c'est qu'une seule manière d'envisager toutes les problématiques qui sont en cours, et surtout quand on voit que l'échelle des utilisateurs monte à 100 millions d'un coup, on peut avoir tous les red teaming du monde, mais je ne sais pas si on va pouvoir prévoir tous les cas d'utilisation, surtout encore une fois, comme je disais, quand on le vend en faisant du marketing en disant que c'est une boîte magique, on peut s'en servir pour faire absolument tout. Ça a pris, je pense, que 2-3 semaines où on était confronté aux fameux jailbreaks, des gens qui s'amusaient à trouver des patterns et trouver des prompts, en effet, pour essayer de le détourner. Donc, on peut se poser la question de l'intégrité scientifique de tout ça. Et pour rebondir sur cette question de l'expérimentation, la méthode scientifique insiste aussi sur le fait qu'il y ait une certaine reproductibilité des résultats. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible avec des algorithmes d'intelligence artificielle dont la performance dépend beaucoup du jeu de données d'entraînement et donc est extrêmement lié aussi à ce jeu de données d'entraînement qu'on n'a pas forcément d'ailleurs envie de partager Par nature, ça n'est pas reproductible, d'autant plus que le jeu de données sur lequel les corrélations sont faites évolue tout le temps, puisque nous nourrissons, il faut le savoir, nous nourrissons le système régulièrement. Donc on ne peut pas parler de reproductibilité, et quand bien même pour le démontrer, ça serait quasiment impossible. Donc effectivement, là, il y a un problème scientifique fondamental, c'est-à-dire qu'on a un outil dont les résultats ne sont pas reproductibles. Alors, on peut très bien concevoir des outils comme ça, parce qu'on a envie de le faire, on a envie d'être créatif, pas de problème. Mais en l'occurrence, dans le domaine de l'éducation, ça semble un peu gênant quand même que si 20 élèves d'une classe formulent la même requête et qu'ils ont 20 réponses différentes, parfois même contradictoires, qu'est-ce qu'on en tire ? Ce qui n'est pas le cas avec une calculette, encore une fois.
pour compléter, dès qu'on touche justement à ces systèmes qui sont quand même particulièrement complexes et qui prennent en entrée beaucoup de données, des données qui sont vraiment... Enfin, on s'intéresse vraiment à des situations très complexes. Donc, par exemple, des algorithmes d'analyse d'images, quand on parle de reproductibilité, si jamais on fait tourner l'algorithme 2 fois sur la même image, on peut tout de même avoir le même résultat. Mais est-ce qu'en conditions réelles, c'est vraiment envisageable? Est-ce qu'une image est vraiment reproductible dans les conditions réelles? Ce sera quand même rarement le cas. Et dès qu'on parle d'appliquer des systèmes d'IA au parcours des élèves ou à leurs résultats scolaires, est-ce que d'un élève à l'autre, on peut vraiment s'attendre à avoir des conditions qui sont vraiment les mêmes et si similaires que ça? Ça me semble pas vraiment envisageable. Et d'une manière plus générale, je pense que, comme on l'a dit, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt ces entreprises qui fixent les règles de l'évaluation de leur propre système et du développement des systèmes. Et ça pose énormément de questions, notamment sur tout ce qui est normalisation, standardisation, donc ce qu'on appelle les normes ISO, etc., qui fixent une sorte de standard sur la sécurité des systèmes, sur leur mode de développement et les audits qui doivent être menés sur ces systèmes. Et aujourd'hui, donc, il n'en existe vraiment pas des standards sur l'IA générative. Et de même, qui est en charge de développer ces standards, c'est une autre question. Est-ce que ce sera à nouveau les mêmes entreprises ? Merci. Juste, en effet, concernant la question de la reproductibilité, on n'en a pas parlé, mais on parle quand même d'outils qui demandent énormément de puissance de calcul. Est-ce qu'on va pas pouvoir faire tourner notre propre chat GPT et l'entraîner sur notre machine? C'est impossible. Et ça, si on veut retourner sur les questions éthiques, ça a un coût environnemental. Et est-ce qu'on veut passer les 10 prochaines années à entraîner encore des gros modèles qu'on ne peut pas reproduire parce qu'on ne peut pas les faire tourner sur nos machines, etc. C'est un peu une espèce de cercle vicieux qui va être compliqué de briser, surtout si on ne se ramène pas vraiment aux questions quand même urgentes qui sont aussi de notre génération, qui est quand même la question environnementale. Et il y a une autre question éthique qui se pose, c'est justement, vous l'avez évoqué, c'est le contrôle par des entreprises privées de manière quasi exclusive. Ça veut dire que les mécanismes de contrôle qui sont mis au-dessus de l'apprentissage pour éviter, paraît-il, les résultats qui seraient sexistes, etc., enfin qui seraient non désirés, on va dire, ça peut aussi être mis en œuvre pour contrôler une idéologie, etc., ou au contraire faire passer une idéologie, puisque si on sait contrôler un certain type de propos, eh bien oui, on sait contrôler un certain type de propos. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un danger, étant donné que ça serait contrôlé donc exclusivement par des entreprises privées, voire par certains États à idéologie marquée, on va dire. Il y a un risque aussi que les résultats fournis soient orientés d'une certaine manière et donc formatent finalement tout le monde, enseignant comme élève, d'une certaine façon. Et là aussi, il y a un danger. On voit donc qu'il y a un enjeu de savoir bien utiliser et bien programmer l'IA, et en particulier dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est le thème de cette 3e section, bien programmer et bien utiliser l'IA. Pour bien utiliser l'IA, on peut se dire aussi qu'il y a un enjeu de savoir bien utiliser l'IA dès le plus jeune âge, parce que quoi qu'il en soit, ces algorithmes-là sont en train d'être développés largement et déployés largement dans la société. Vis-à-vis des publics plus les scolaires, les collèges, comment est-ce qu'on les sensibilise, comment est-ce qu'on leur apprend à bien utiliser ces systèmes-là? Est-ce qu'on doit leur apprendre ça à l'école? Est-ce qu'on doit les laisser apprendre tout seuls en utilisant ChatGPT à la maison? Non. Je pense que, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, si vous regardez le développement d'un enfant, il va commencer à apprendre des choses. Il va surtout arriver à un stade, vers 7 ans, où il apprend à raisonner. C'est l'âge de raison, 7 ans. Donc, il apprend à raisonner. D'abord, il faut apprendre à raisonner. Et à raisonner juste. Et l'école joue un rôle phénoménal là-dedans, parce que c'est justement le lieu où le raisonnement devient normatif. Bien sûr, la relation avec les parents, les autres enfants, etc. Donc, il y a déjà... Je mentionne ça juste pour dire qu'il y a des phases de développement
du cerveau et de la pensée et de l'esprit humain qui sont bien connus et dont il faut tenir compte. Il y a l'âge, avant ces temps, où la question pourquoi arrive tout le temps. Donc ça énerve les parents, et puis ils se mettent à répondre n'importe quoi parfois. Bon, autant s'adresser donc à ChatGPT. Alors si dès cette époque, cette période de pourquoi alors que l'enfant ne sait pas lire normalement à cet âge-là, enfin peu importe, mais on peut faire un système verbal. L'interaction est avec un système de ce type-là. Je n'ose pas imaginer vers quoi il va être orienté dans ses réponses. Parce que justement, l'objectif de ce pourquoi, c'est pour lui de cadrer des concepts, de cadrer une compréhension du monde, que le système n'a pas. Le système n'a aucune compréhension du monde. Donc, après, si on évolue dans l'âge, il y a aussi des phases où ce raisonnement se structure autrement. Je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle qui travaillent avec des enfants, mais enfin, on voit bien que toute la démarche de l'enseignement du primaire, c'est de rendre les enfants capables d'acquérir un certain nombre de choses. C'est pas juste lire et écrire et calculer, c'est aussi maîtriser ce premier raisonnement qui va leur servir comme un premier marchepied pour atteindre la suite. Donc c'est ça qu'il faut construire. Et ça ne se construit pas juste en interagissant avec le système. Enfin, je ne vois pas en tout cas comment ça peut être le cas. Bon, je peux poursuivre sur le collège, le même type de démarche qui est... Parfois, on réduit l'enseignement ou bien l'école à acquisition de connaissances. Non, c'est acquisition de savoir-faire et de connaissances. Acquisition de savoir-penser et de connaissances. Malheureusement, la philosophie n'arrive qu'en terminale pendant une petite misérable période que, évidemment, les étudiants négligent complètement parce que c'est pas bien... enfin, la note, comment on dit, le coefficient n'est pas élevé. Erreur fondamentale, on devrait mettre un peu la philosophie en 6e. Donc, bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le cerveau humain se développe d'une certaine façon, et ce n'est pas juste en allant chercher des informations, quelle que soit leur structure, et quel que soit leur type de, comment dire, de vérité, là. Hein, mais donc je mets de côté le côté de la vérité. C'est toute la structuration de l'esprit qui est le rôle de l'enseignant. Donc moi, personnellement, je pense qu'il y a des étapes qu'il ne faut pas franchir trop vite. Il faut les cadrer. C'est pour ça que j'ai répondu non, pour faire court. Mais... Et puis surtout, on apprend en faisant soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, on apprend à penser en pensant soi-même, on apprend à rédiger en rédigeant soi-même. Donc, encore une fois, si on a des béquilles dès le début qui font ça à notre place, eh bien, on n'apprendra pas à faire, puisqu'on apprend en faisant. Donc, voilà. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut? C'est quel type d'être humain on veut dans 5, 10 ou 50 ans. C'est vraiment une question fondamentale à se poser. Peut-être que la philosophe qui est à mes côtés veut... Non, peut-être j'ai une réponse un peu plus nuancée. C'est vrai que ça, c'est un peu mon pari. Je pense que d'ici quelques mois, quelques années, on n'aura pas juste une fenêtre de conversation où on va pouvoir poser n'importe quelle question. C'est un peu le début, ce qu'on vit maintenant. Je dis souvent, c'est un peu le Far West en ce moment, surtout au milieu de l'IA. C'est vrai qu'on est les cobayes, on nous fait pas mal d'expériences sur nous, on utilise nos données de manière illégitime souvent. Donc j'espère, j'ai 6 fois dans des institutions évidemment qui ont leur processus démocratique qui est assez lent, mais quand même qui vont intervenir là-dessus. Aussi le pouvoir de la société civile, et ça c'est vous, d'avoir encore une fois cet esprit critique. Et moi ce que j'ai dit tout le temps, c'est que c'est vrai qu'au tout début quand on nous vendait ça, c'était incroyable, c'était assez beaucoup de paillettes dans les yeux. Mais au bout de quelques semaines qu'on l'utilise, on voit aussi ses limites. Et donc, c'est aussi la manière de se dire « Ok, je l'ai utilisé, j'ai fait mes expériences. » Encore une fois, pas trop tôt, j'espère pas quand on a 5, 6, 7 ans. Peut-être déjà au collège ou au lycée, de dire « Ok, je vais faire mes tests. » Je connais déjà des profs en France qui s'en servent pour demander à leurs étudiants de rédiger des dissertations. Ils disent demandez juste à ChatGPT de rédiger votre dissertation et votre devoir c'est de les corriger toutes les erreurs qu'il y a eu, tout ce qui en gros noter la dissertation de ChatGPT. Donc c'est vrai que je pense que
l'éducation va se transformer dans ce sens-là. Pas, encore une fois, leur demander de rédiger tout, mais peut-être l'IA générative va peut-être intervenir dans des cas précis, dans des moments très ponctuels, dans l'apprentissage aussi. On en parlait quand on préparait ces tables rondes. Moi, j'avais entendu d'une fille au lycée en Italie qui s'est servie de ChatGPT pour essayer de s'entraîner pour un examen oral sur Dante Alighieri. Et donc, elle a pris un texte de la Divine Comédie, ça s'appelle comme ça en français, et Comédie divine, merci. Et elle a dit, voilà, je dois passer un examen dans 2 semaines. Maintenant, donnez ce texte-là, essayez de me poser des questions. Et c'est comme ça qu'elle a essayé de s'entraîner. Après, on peut se dire, oh, oui, mais ça, c'est encore le rôle, encore une fois, des camarades, des profs. Ça va faire gagner du temps. Mais comment est-ce qu'on se sert de ce temps? Moi, je pense que ce sont des réitérations. Là, on est un peu au balbutiement, on peut dire, un peu de ce genre de technologie. Mais je pense que ça va aussi se calmer. J'aime pas ce mot, mais il y a un peu cette question du hype, ou en tout cas de cette excitation qu'il y a maintenant. Je pense que ça va se calmer beaucoup. Et surtout, ce que je répète tout le temps, c'est que c'est important aussi de dire non, de dire là, pour ce cas d'utilisation-là, c'est pas pertinent, je veux juste pas m'en servir. Moi, pareil, dès que c'est sorti, bon, déjà, GPT-3, j'avais fait déjà des recherches là-dessus, mais il y a un peu d'excitation au début, puis ensuite, ça va se calmer. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça que c'est important de commencer à réfléchir aussi à les enseignants avec les étudiants, pour se dire comment est-ce qu'on peut faire, encore une fois, une bonne utilisation, en rappelant encore une fois que aucune technologie en soi, comme on disait, elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Donc, comme disait aussi Alexis, tout dépend aussi de son utilisation. Donc, je pense qu'il y a un entre les deux à chercher, mais il faut être patient, je pense, pour l'instant. Et je pense justement que la technique peut aussi apporter certaines solutions à ça, à l'enseignement, justement, pour apprendre à utiliser ces outils, que ce soit de la part d'un enseignant ou pour une formation par soi-même, le fait peut-être d'intégrer des mécanismes d'explicabilité au sein des systèmes qui montrent comment telle décision a été prise, quel est le cheminement, la réflexion si on peut parler d'une réflexion de l'intelligence artificielle, qui vont vraiment montrer quelles informations ont été utilisées, à quel stade, comment on peut finalement interpréter la décision de l'algorithme. Donc déjà des solutions qui peuvent être intégrées même dans ces systèmes, mais aussi des outils qui peuvent permettre de questionner par la suite les décisions qui sont prises avec une approche contrefactuelle où on va changer un petit peu quelques paramètres d'entrée pour voir quel est l'impact sur la sortie, ou alors des informations un petit peu plus générales sur les statistiques de sortie de l'IA qui permettent d'en comprendre peut-être le fonctionnement plus dans sa globalité. Donc là, je parle d'éducation, évidemment, donc c'est utile dans ce cadre-là, mais c'est utile d'une manière plus générale aussi pour auditer ces systèmes, pour les contrôler par la suite. Si jamais ils mènent à des conséquences nuisibles pour les personnes, c'est une bonne mesure pour pouvoir les contrôler, notamment du point de vue du régulateur qu'est la CNIL. Et bien utiliser l'IA, c'est aussi savoir comprendre ce que l'on utilise derrière. Lors de la préparation de cette table ronde, on a notamment parlé beaucoup du langage, le langage comme porteur de valeur, et la prédominance de la langue anglaise dans les corpus textuels qui servent notamment à entraîner des IA génératives de TAL, de traitement automatique du langage. Ces systèmes d'IA se veulent totalement universels, mais quid finalement de la préservation de la diversité des valeurs à l'heure où l'anglais est une langue quand même largement utilisée pour entraîner ces algorithmes? Je vais prendre cette question puisque c'est, je pense, 80% de mes recherches qui bossent là-dessus. C'est vrai, on disait, j'avais fait des recherches sur GPT-3 à l'époque, et ce qu'on avait remarqué à l'époque, on savait aussi sur quel type de données ce genre de modèle était entraîné. On avait remarqué que 93% de données étaient des données en langue anglaise. Donc déjà là, on comprend vite fait aussi que même lorsqu'on l'interroge dans d'autres langues, par exemple, parfois, il y a, en tout cas c'était le cas sur GPT-3, je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas pour ChatGPT ou GPT-4 ou d'autres modèles de langage. D'ailleurs, on fait un peu une fixation là-dessus, mais il y en a plein d'autres. Souvent, l'anglais, c'est un peu la langue pivot. Et donc, par exemple, si moi, de l'italien, je veux traduire quelque chose en français,
c'était le cas en tout cas pour GPT-3, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord traduire en anglais, puis ensuite retraduire en italien ou en français. Et ça va amener, déjà sachant que l'anglais n'a pas de genre dans ces mots. Donc parfois, il peut imaginer ou avoir des a priori, par exemple, sur des mots. Bon, on n'a pas parlé de biais, mais ça aussi, c'est un gros sujet, surtout concernant le développement de ces modèles d'IA. Et quand on dit que le langage est porteur de valeur, c'est vrai que avec le langage, et parce que c'est surtout entraîné sur de la langue anglaise, mais pas juste de l'anglais, il est parlé dans plein d'autres pays aussi, mais c'est surtout axé vraiment aux valeurs anglo-saxonnes et surtout valeurs américaines, et notamment avec un groupe de chercheurs, on avait testé ça et on avait remarqué que lorsqu'on s'était interrogé sur des textes, par exemple australiens, donc toujours en langue anglaise, ce qu'elle est rejeté quand même GPT-3, c'était notamment sur le port d'armes, par exemple, ce qui est complètement interdit en Australie. Et GPT-3 disait, si vous voulez vraiment affirmer votre liberté individuelle, il faut porter des armes. Ou alors en français, moi j'avais testé sur la valeur de la laïcité, parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup étudié à la fac, en philosophie morale, etc. Et parce que c'était assez simple, entre guillemets, de le tester sur ça, parce que c'est une interprétation complètement à l'opposé de quelle est l'interprétation de la laïcité aux États-Unis. C'est-à-dire en France, c'est pas de signes religieux sur l'espace public. Aux États-Unis, laïcité, ça veut dire tous les signes religieux sont admis sur l'espace public. Donc ce qu'on allait chercher, c'était vraiment les conflits de valeurs, ce qu'on appelle aussi en philo morale les inconsistances qu'il peut avoir. Et en effet, j'avais remarqué que lorsque j'ai interrogé, par exemple, sur qu'est-ce que c'était la laïcité, il y avait quand même des outputs qui étaient du genre c'est pas ça la vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est tous les signes religieux sont admis dans l'espace public. Mais bon, encore une fois, c'est questionnable parce qu'il y a un éventail de vérités, il y a un contexte, il y a une histoire. Et certains systèmes de valeurs, ils ne sont pas pareils partout. Et c'est vrai que quand on essaie d'avoir ces modèles de langage et vouloir forcer un peu son application aussi partout dans le monde, les rendre universelles, il faut se rappeler aussi que les valeurs, elles ne sont pas forcément universelles. Et surtout, peut-être on peut se mettre d'accord pour dire, je ne sais pas, qu'un modèle de langage, il faut qu'il soit honnête. Mais moi, je ne vais pas avoir la même définition d'honnêteté que quelqu'un en Afrique subsaharienne ou quelqu'un en Inde, etc. Donc, il y a aussi tout un bagage culturel et de valeurs qui est apporté à travers le langage. Il ne faut pas l'oublier quand on discute avec ces modèles de langage. Et surtout, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, il y a pas mal d'initiatives qui commencent à émerger en Europe d'essayer d'avoir son propre modèle de langage, ou alors, en tout cas, refocaliser aussi ce genre de discours aussi sur l'importance vraiment des langues locales. Il ne faut pas oublier aussi que il ne faut pas oublier les langues qui sont minoritaires, elles, parce que déjà en France, il y a plein d'autres langues qui sont parlées. Moi, je viens d'Italie, on a 20 régions. Dans ma même région, de village à village, on ne s'en comprend pas. Donc, toute la richesse aussi culturelle de la langue, elle est aussi très importante. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Complètement d'accord avec ce qui a été dit, et pour appuyer justement ce propos, si on regarde l'une des premières publications, donc spécifiquement de ChatGPT, on voit que l'un des datasets d'entraînement qui est utilisé et qui s'appelle Common Crawl utilise seulement quelques pourcents effectivement de sources en langue française, et donc c'est des sites sur internet qui sont scrappés, et donc on récupère les informations sur ces sites et on peut trouver justement la liste des URL qui sont utilisées dans ce dataset. Et on voit justement que parmi les sources françaises, on trouve peut-être des journaux principaux, ce qui est quand même loin de représenter, je pense, la diversité des opinions en France. Je ne citerai pas d'ailleurs les journaux qui sont utilisés, mais ça vaut le coup d'aller voir. Donc vraiment, effectivement, on peut se poser la question déjà de la représentativité d'une langue, mais de la représentativité au sein de la langue des différentes sources, et donc notamment dans les données d'entraînement, mais aussi dans les règles, comme on l'a dit, qui sont appliquées par la suite pour censurer certains propos, certaines réponses de l'outil qui seraient peut-être acceptables dans certaines situations, dans certaines cultures et pas dans d'autres. Et effectivement, l'entreprise, en tout cas aujourd'hui, utilise une équipe, il me semble, c'est dans la même publication, qui se veut représentative et diversifiée, mais il me semble qu'elle est constituée de 40 personnes américaines. Oui, effectivement, c'est un sujet. Il y avait, je crois, une autre table ronde ce matin sur la souveraineté. Donc, on est en train de parler de ça aussi. Mais le corpus qui est utilisé pour les systèmes d'IA, effectivement, ses sources, sa qualité, mais aussi la langue, et c'est extrêmement important. Donc, beaucoup de gens pensent qu'il faut créer
des systèmes génératifs en français ou francophones. On a beaucoup de corpus, par exemple tout le contenu de la BNF, voilà, et on peut donc faire des systèmes et autres qui représentent le corpus français. Mais alors se pose une autre question, parce qu'on va réaliser un système qui est en français. Donc il y a aussi d'autres langues en France. Je ne sais pas quel sera leur statut dans une approche, disons, francophone. Est-ce qu'on ne va pas répliquer, d'une certaine façon, la domination de la langue française par rapport à ces langues qui sont déjà dominées? Bon, c'est une question que je pose. D'autre part, on va créer donc beaucoup d'îlots d'IA génératifs dans des langues locales. Est-ce que cela ne va pas renforcer un enfermement culturel? Donc je vais un peu à contresens, un enfermement culturel. Donc est-ce qu'on a le choix finalement entre l'enfermement culturel et une culture moyenne pour tous qui est basée sur les valeurs anglo-saxonnes? C'est quand même un dilemme qui me semble problématique, auquel il faut bien réfléchir avant de s'engager vers quoi on fait, vers quoi on s'oriente. Parce que, très, très franchement, je veux dire, c'est toute la question de la culture, et la culture qui est normalement ouverte sur le monde, qui s'alimente de la culture des autres, et qui ne fait pas justement de culture moyenne. Et là, on a un outil qui va soit nous enfermer, soit nous donner une culture moyenne. Question ouverte. Je crois qu'il y a une réponse. C'est vrai que c'est... je ne suis pas sûre que ça soit une dichotomie, forcément. Mais c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de la question qu'on soulevait tout à l'heure de la confiance et qu'est-ce que ça veut représenter. Est-ce qu'on veut prétendre qu'en effet, un modèle de langage représente toute la culture et toute la richesse d'une langue? Moi, je ne pense pas, en tout cas, j'espère pas. Et c'est vrai que je pense que peut-être un juste milieu qu'il peut y avoir entre les deux, ce sont des initiatives, et c'est pas pour faire couler de l'eau en moulin, comme on dit, mais des initiatives, par exemple, de modèles de langage multilingues, parce que ça, c'est possible aussi. Et c'était en effet l'initiative qu'on avait menée avec un groupe de recherche de sciences ouvertes qui s'appelle Big Science, dont on a développé Bloom. Mais la même chose, modèle d'évaluation. Et pour le coup, on l'avait entraîné aussi sur du basque, du celte. Et il y avait vraiment des langues minoritaires et des langues, par exemple, d'Afrique subsaharienne aussi. On avait collaboré avec un collectif qui s'appelle Massakane, qui est un groupe justement qui est un collectif qui essaye de curer des datasets dans des langues minoritaires d'Afrique subsaharienne pour en garder vraiment une trace, comme il y a aussi d'autres collectifs, par exemple pour la langue maori, ou etc. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives. Après, malheureusement, je pense que dès que ça va être enfermé dans un modèle de langage, forcément, on va faire un choix, on va mettre un stop. Ça ne peut pas. La beauté de l'être humain, la beauté du langage, la beauté des valeurs, c'est que c'est qu'on continue en évolution, en changement continu. Donc, je pense qu'aucune IA au monde ne pourra jamais représenter ça, heureusement. Alors rapidement, parce que le temps tourne et j'aimerais qu'on ait un peu de temps pour les questions-réponses avec la salle, mais la question de bien programmer l'IA se pose également, et notamment dans le champ de l'éducation et de la formation. Un des grands domaines d'application de l'intelligence artificielle, c'est le domaine de la santé, où l'IA offre des perspectives aussi en matière de prise en charge du patient ou thérapeutique qui sont considérables. Pour pouvoir développer ces systèmes d'IA, encore faut-il disposer de données. Les données de santé sont sensibles, bien évidemment extrêmement sensibles. Comment est-ce qu'on arrive à concilier, que ce soit pour les travaux de recherche ou pour les travaux des étudiants, le besoin de données et à la fois l'innovation? Alors là, j'ai pris le domaine du médical, mais pour en avoir un exemple d'application concrète, tout en respectant les enjeux éthiques qui se posent. Peut-être pour commencer avec la réglementation, justement, donc il y a vraiment des règles strictes effectivement sur l'utilisation des données médicales qui sont édictées par le RGPD et précisées par la CNIL. Et dans le cadre de la recherche, il est tout à fait possible d'utiliser ces données. Donc effectivement, il faut mener des demandes d'autorisation, certaines analyses de risques, etc., qui permettent justement de se prémunir contre éventuellement les détournements et les risques qui sont liés à l'utilisation de ces techniques. Mais en tout cas, c'est vraiment possible d'utiliser ces données. Et par la suite, sur la supervision effectivement du développement de ces systèmes, ça c'est une autre question.
et on a parlé de transdisciplinarité tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas aussi favoriser la transdisciplinarité dans les projets de recherche ou aussi dans les formations de data science pour pouvoir permettre de sélectionner des projets, de les traiter aussi, notamment dans ces dimensions philosophiques? Oui, absolument. C'est-à-dire ce serait bien, et d'ailleurs Raja et moi, on essaie d'œuvrer en ce sens, ça serait bien que de tous les scientifiques dans le domaine de l'informatique soient sensibilisés à la réflexion éthique. Et ça, dès le début de leur formation à l'université. Et que la réflexion qui doit accompagner donc les recherches et puis le développement sur ces projets ne soit pas considérée comme quelque chose soit à côté, soit comme une affaire de spécialistes qui sont dans leur coin, qui font leurs thèses dans leur coin, et puis nous, ça ne regarde pas, soit encore pire, comme un frein. Parce que ça, beaucoup de collègues en sciences dures et en particulier en informatique considèrent que la réflexion éthique sur ces sujets, tout ce qu'on a discuté cet après-midi, c'est un frein à la recherche. Donc ça m'embête. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et voilà. Il faut quand même savoir, si vous ne le savez pas, qu'au niveau des dépôts de projets européens, la réflexion éthique est obligatoire. Voilà, elle doit accompagner le dépôt du projet, et si c'est mal fait, eh bien, voilà, la Commission rappelle que la réflexion éthique doit accompagner le projet, en particulier lorsqu'il y a des points particulièrement sensibles. Donc oui, effectivement, il y a vraiment besoin d'enseignements pluridisciplinaires et qu'on décloisonne, qu'on ne laisse pas les maths d'un côté, l'informatique, et puis d'autre côté la philo reléguée dans un coin sur 6 mois en terminale, là, déconnecté du reste. Non, il faudrait que tout ça, ça soit... On démontre aux jeunes que tout ça, c'est un tout et qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, sinon il manque une partie. Et donc accompagner, oui, les projets de développement, en particulier dans le domaine du numérique, de la réflexion éthique, c'est absolument indispensable. Mais pour faire ça, il faut être éduqué, encore une fois. Donc c'est peut-être le rôle de tous les enseignants aussi de se pencher sur cette question. Rajab, vous voulez réagir ? Oui, enfin moi je voulais revenir sur la question des données et vous avez parlé de données médicales, données sensibles, etc. Évidemment, si on veut nourrir des systèmes d'IA pour traiter des problématiques qui sont dans le domaine médical, il faut des données, mais il ne faut pas dire ce sont des données sensibles, donc on ne peut rien faire, parce que on fait tous les jours des recherches médicales avec des données personnelles des gens, et on fait des études sur l'efficacité de tel vaccin, tel médicament, etc. Ce sont des données personnelles, elles ont été utilisées. Sauf qu'il y a des dispositifs pour, dans le RGPD en particulier, donc, pour qu'elles soient effectivement utilisables sans que dévoiler des données personnelles, c'est-à-dire liées à des personnes, donc anonymes, etc. Enfin, je ne détaille pas. Et ces mécanismes, les mêmes, peuvent être mis en œuvre à condition que les gens acceptent de partager les données en question, enfin les institutions qui les possèdent, pour qu'ils puissent être utilisés pour des études diverses. Donc pour moi, il n'y a pas... Enfin, c'est pas simple, mais il n'y a pas un obstacle fondamental comme ça qui dit que il y a des données sensibles, on ne peut rien faire. Je vais m'arrêter là parce que je sens que la salle frémit d'impatience. Bonjour et merci. Je voulais déjà un petit peu réagir par rapport à la discussion de ce matin et par rapport au temps aussi qui était indiqué. Je suis absolument d'accord que l'éthique n'est pas un frein pour la recherche, mais l'informatique et l'IA n'est pas non plus un frein pour l'apprentissage et l'enseignement par rapport de mon point de vue, par rapport à l'histoire des béquilles. Donc tout dépend de ce qu'on est en train d'enseigner, tout dépend de ce qu'on est en train d'apprendre. Mes étudiants qui, après la conception, sont utilisateurs, je leur initie à la programmation web, mais ce n'est pas intéressant qu'ils apprennent les langages d'HTML, etc. Et donc là, peut-être c'est intéressant d'utiliser des techniques autres que ChatGPT, s'il vous plaît, parce qu'on n'utilise pas tant que ça en éducation. Donc je pense aussi qu'il faut voir de tous les points de vue et de faire attention à ça. Donc je vais me poser une question concrète, parce que je leur enseigne l'aspect éthique, mais je suis toujours dans la question entre éthique et déontologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on enseigne, en tant que métier, nous enseignons la déontologie. Donc, comment vous, dans ces endroits, vous pensez aux aspects déontologiques? Est-ce qu'il y a des réflexions sur la déontologie d'un enseignant dans une université ou d'un étudiant dans une université? Giada.
En fait, déontologie fait partie de l'éthique. Donc c'est vrai. Et après, peut-être ce que vous faites référence à déontologie professionnelle, en effet, déontologie de l'enseignant, ça peut être déontologie voilà, des médecins, etc. À mon sens, mais ça c'est mon point de vue, pour moi, avoir juste un code strict déontologique peut avoir ses limites. Après, évidemment, il y a aussi des principes sur lesquels il faut se mettre d'accord lorsqu'il y a par exemple un enseignant, etc. Après, je pense que c'est important aussi d'élargir un peu le champ de la réflexion éthique et de ne pas s'enfermer juste dans des principes et essayer encore une fois, après, parce que c'est un peu le courant de pensée que je porte, je crois au pluralisme de valeurs, je crois aussi voilà, au fait que tout est contextuel, qu'il y a une pluralité d'importance de valeurs, mais c'est vrai que encore une fois, ça dépend un peu du point de vue dans lequel on parle de déontologie. Si on parle juste d'un point de vue philosophique, c'est un peu une branche kantienne, en effet, de la philosophie morale. Si on parle de déontologie au niveau professionnel, c'est vrai que là, si c'est strict, s'il y a des codes, il faut les respecter. C'est la déontologie professionnelle. Oui, professionnelle, en effet. Oui, donc pour ajouter, je ne vais pas parler de déontologie, mais de l'apprentissage de l'informatique. Et non pas de l'utilisation de l'IA, etc. Parce que tout le débat était ici sur l'utilisation de l'IA. Mais l'apprentissage de l'informatique, c'est autre chose. L'apprentissage de l'informatique, c'est comme l'apprentissage d'autres domaines, comme des maths, etc. Puisque dans la vie, on va être amené à utiliser des outils informatiques, oui, il faut apprendre à un moment donné à les manier, à les manipuler, à les comprendre, etc. Donc, enseigner ce que c'est que l'IA, par exemple, mais donc, c'est pas du tout pareil. Ce dont on évoquait la problématique tout à l'heure, c'était d'une certaine façon le remplacement des tâches de l'enseignant par l'utilisation d'outils d'IA qui pourraient faire des choses qu'il aurait pu faire, mais que l'IA ferait, etc. Donc là, je me ramène sur la déontologie. Je ne sais pas s'il ne faut pas mener une réflexion justement de l'ordre de la déontologie professionnelle là-dessus. Est-ce que c'est conforme finalement vraiment à la déontologie de l'enseignant d'utiliser de tels outils ou pas? Peut-être qu'on peut analyser un peu plus les questions plutôt que de dire des généralités en se référant justement à qu'est-ce que c'est ce qu'on a posé comme question, qu'est-ce que c'est qu'enseigner et quelle est la déontologie de l'enseignant? Alors, avant de poser une question, je voudrais donner un élément de réponse à une question que vous avez posée. Vous nous avez demandé, on cherche à gagner du temps, mais pourquoi gagner du temps? Alors, je vais tricher dans ma réponse, je vais modifier la question, je vais dire pourquoi libérer du temps. Et quand on est enseignant, on manque de temps. Et on manque de temps, par exemple, pour répondre à nos étudiants. On manque de temps pour avoir un contact individuel avec eux. Et du coup, je vais poser ma question maintenant en rapport avec le titre de cette table ronde. C'est pourquoi, en 2 mots, utiliser l'IA dans l'éducation? Est-ce que c'est pour faire des économies ou est-ce que c'est pour libérer les enseignants d'un certain nombre de tâches qui vont leur permettre de s'occuper mieux de leurs étudiants? Merci. Excellente question, parce qu'en fait, elle est généralisable à tous les domaines. Donc, on commence par créer un problème. Ensuite, on dit, pour résoudre ce problème, il n'y a qu'à utiliser telle technologie. Problem solved. Non. Par exemple, on pourrait recruter plus d'enseignants pour que chacun ait un peu plus de temps à passer avec ses élèves. Aujourd'hui, on a promis, enfin, je vais prendre position, désolé, mais alors, on a promis que devant chaque élève, il y aura un enseignant. On s'aperçoit qu'on n'a pas assez d'enseignants, on peut en recruter. Non, on va fusionner des classes. Et donc, en fusionnant des classes, il y a moins de problèmes, puisque là où il y avait une classe sur 2 qui avait un enseignant, maintenant, on fusionne les deux, et c'est bon, il y a le problème résolu. Donc, vous voyez, la manière de poser la question, il répond d'une certaine façon. On crée un problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas de temps, parce que vous êtes surchargé, parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Et comme il n'y a pas assez d'enseignants, on va automatiser l'enseignement en mettant un système qui va vous aider. Et vous êtes content parce que ça vous permet de souffler. Le système, socio-économique sera content parce qu'il a résolu le problème, ou croit le faire. Mais nous, les humains, on n'est pas contents du tout. Parce qu'on va créer des générations déjà que le niveau d'enseignement en France n'arrête pas de baisser, on peut aussi se demander pourquoi. C'est pas parce qu'on n'a pas utilisé l'IA.
Bonjour. Alors moi, je suis dirigeante d'une société spécialisée dans l'accompagnement au changement et de la formation. Et en plus de ça, j'enseigne à l'Université catholique de Lille l'IA pour les Masters 2. En fait, nous, on a la vraie problématique finalement, c'est les données, qui en effet biaisent, qui en effet donnent des faux résultats. Donc on a été les premiers à intégrer OpenAI Azure, la version Azure, en tant qu'éditeur logiciel, puisqu'on a un LMS, un type Moodle, mais en privé. On fait que de la formation pour adultes, finalement. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement intégré nos modèles, nos données, nos 5000 contenus à l'intérieur. Et honnêtement, ça a résolu pas mal de problèmes. On a pu des problèmes de vérité. On a juste les réponses hyper rapidement, plus forcément de recherche. Et derrière ça, on peut continuer à chercher avec de la recommandation, etc. Donc pour moi, en fait, la question que je me pose plutôt, c'est... après, sur la génération de contenu, on s'en sert quand même pour générer derrière des quiz, mais qui sont dus à notre contenu qu'on a donné. Il ne va pas les sortir, il ne va pas sortir quelque chose d'autre, etc. De la communication, parce que je pense qu'on ne parle pas avec les mêmes personnes de la même façon. Donc même les rappels de session ou les résumés, ils sont générés automatiquement par OpenAI en disant pour tel type de profil, voici comment tu dois parler, tel type de profil. Donc nous, on crée un mail, une communication, et le reste, c'est généré différemment. Et en fait, on continue comme ça. Donc en effet, forcément, moi, l'IA, j'y crois, même si l'IA n'existe pas, et ça, j'en suis persuadée. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est plutôt pour mes enfants, en tant que mère de 3 filles, qui utilisent forcément, c'est est-ce que la facilité de réponse et le fait de non chercher réellement cause un problème, en fait. C'est vraiment ça, parce que je suis sûre des données que je donne en général aux personnes, mais ça arrive trop vite. C'est-à-dire que c'est là, hop, c'est là. Est-ce qu'on arrive à les retenir? Et quelque part, est-ce que c'est grave de retenir le résultat parce qu'on sait qu'on peut aller le rechercher? C'est réellement ça, moi. Voilà. Bon, c'est extrêmement intéressant votre questionnement, et il n'y a pas de réponse simple. D'ailleurs, je ne vais pas répondre. Mais tout est relatif d'une certaine façon. Je vais commencer par la fin de votre exposé. Est-ce que c'est grave de ne pas retenir le résultat parce que je sais où aller le chercher? Oui, mais ça doit être vrai à une certaine étape de l'apprentissage. Sinon, je ne sais rien et je vais prendre mon téléphone et chercher tout. Or, moi, c'est en arrivant au niveau de mes études d'ingénieur qu'on m'a dit, c'est pas grave si tu ne sais pas tout, si tu sais où aller le chercher. Mais avant ça, il fallait que je sache tout. Et je crains qu'on baisse un peu le moment où on va passer à cette méthode, disons, de je sais où aller le chercher, donc c'est pas la peine que je le sache. Parce que si je ne sais rien, comment je vais construire mon discours, mon raisonnement, voilà. Donc, je crois que vraiment c'est une question de maturité. Je crois qu'on l'a beaucoup évoqué là. À quel moment on fait quelque chose? Bon, elle regarde l'heure et donc je ne vais pas élaborer, mais enfin vous posez des questions extrêmement importantes. Mais maintenant, Azure, OpenAI Azure, etc. Je ne sais pas, mais on peut s'interroger. Ok, c'est utile, vous avez résolu des problèmes parce que vous avez pris le modèle comme base sur lequel vous avez développé votre propre application. Maintenant, vous êtes prisonnier d'OpenAI, entre parenthèses. Est-ce qu'une autre approche, une autre méthode, je ne sais pas, je vous pose une question très, très bête, quoi, n'aurait pas été plus satisfaisante plutôt que de partir de ChatGPT? Je ne sais pas. Enfin, mais c'est une question qu'on peut se poser. Bonjour, merci beaucoup pour ces éclairages. Ça fait tellement de bien de voir un peu de SHS avec des sciences dures. Voilà. Et moi, je voulais juste, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou partager une expérience. Je travaille à Centrale Supélec, donc une grande école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay. Et on a reçu récemment Alain Damasio,
donc écrivain, entre autres choses. Et il nous a parlé de son roman Les Furtifs. Et en fait, on avait organisé ça parce qu'on s'est posé la question, justement, vous parliez, nous sommes nous-mêmes l'objet d'une expérimentation. Et en fait, du coup, est-ce que c'est pas, entre guillemets, des outils d'un autre type que procure, là, en l'occurrence, la littérature, mais j'imagine que d'autres arts peuvent en procurer d'autres, qui peuvent nous aider à comprendre l'expérimentation dans laquelle on est embarqué. Je donne un exemple très concret. En fait, Damasio, il dit « Moi, je ne suis pas un auteur de science-fiction. Je prends simplement ce qui existe déjà dans la réalité et je l'hypertrophie à 2023 plus 20 ans. Et je vous propose de lire, en fait, une évolution possible de notre société et de l'humain que nous voulons être, justement, dans 20 ans, avec l'utilisation des outils qui sont actuellement en développement. Et donc, par exemple, dans son roman Les Furtifs, on va se promener devant une vitrine et en fonction du temps passé devant la vitrine d'après va décoder notre humeur et va nous proposer des suggestions d'achat correspondant à ce qu'on a aimé sur la vitrine d'avant. Voilà, donc ma question c'est est-ce que la littérature et d'autres arts peuvent nous aider finalement à voir plus vite, plus loin les conséquences des outils que nous avons entre les mains? Je pense que c'est une super question. Et d'ailleurs, il y a des gros débats aussi en philosophie de savoir est-ce qu'on va étudier la science-fiction pour faire un peu preuve d'imagination et essayer d'anticiper quelque chose. Quand j'étais en Master 2 à la Sorbonne en philosophie politique et éthique, j'ai eu un cours incroyable d'un prof qui s'appelle Michel Puech, qui est spécialiste aussi d'éthique des technologies. Et il nous avait donné comme devoir au premier semestre de regarder Black Mirror et Westworld et ensuite d'en discuter en classe. Et je trouve que c'était un excellent exercice. Après, évidemment, avec ses limites, hein, on n'a pas fait que ça, on a lu beaucoup de littérature aussi. Mais c'est vrai que un peu dichotomie utopie-dystopie, ça nous sert un peu à imaginer certains scénarios, essayer de les anticiper et éventuellement de se dire, mais encore une fois, si l'éthique, c'est de s'imaginer quel type de futur on veut demain, comment est-ce qu'on veut que la société demain, et comment est-ce qu'elle soit, et est-ce qu'on veut une bonne société, je pense que c'est un super exercice. Et d'ailleurs, dans ça, je pense qu'on n'en parle jamais assez, mais Star Trek, c'est un super exercice aussi de philosophie. Il est rempli d'éthique. Mais vraiment, chaque épisode, de se poser la question comment est-ce que je fais pour me téléporter de ci, de là, comment est-ce que si j'étais dans un autre corps et il y a quelqu'un qui a commis un délit, mais c'était pas vraiment mon corps parce que j'étais un alien. Désolé, mais ça, c'est des vraies questions éthiques de science-fiction. Mais donc, je pense que c'est un excellent exercice aussi cérébral à faire et opérer complètement. Pour compléter, moi je suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais effectivement, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment très intéressant, effectivement, notamment le roman Les Furtifs qui était vraiment éclairant sur ces problématiques. Et pour faire un lien peut-être à la CNIL, c'est quelque chose qu'on mène aussi, des travaux un petit peu plus prospectifs et exploratoires, des récits d'anticipation notamment, mais aussi on a publié récemment un dossier justement sur l'utilisation des IA génératives où il y a tout un aspect, donc 3 articles vraiment exploratoires sur l'utilisation de ces techniques et qui peuvent un peu nous aider à nous projeter justement dans ce que permettent ces outils et là où on veut fixer les limites. On me fait signe qu'on arrive à la fin du temps imparti. Merci infiniment à toutes et tous pour votre participation à cette table ronde. Et merci à nos intervenants de nous avoir éclairés et d'avoir permis un dialogue sciences dures, sciences humaines. Je rejoins madame, c'était extrêmement intéressant. Merci.